Il y a un mystère dans le New Jersey. Une jeune maman a été attaquée chez elle en plein jour. Un meurtrier en liberté, une enquête en cours et des questions sur qui aurait pu tuer Brooke Hanlon et pourquoi. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Anjanette Lévy. Les enquêteurs chargés des homicides dans une petite ville du New Jersey sont confrontés à un mystère aussi tragique que déroutant. Et l'enquête est en cours depuis près d'un mois maintenant et concerne une jeune maman qui devrait passer l'été avec son bébé et son mari. Au lieu de cela, la famille d'une femme de 35 ans est en deuil. Ils préparent des funérailles et un bébé va devoir grandir sans sa mère. Ce mystère a commencé le 6 juin à Chester Township, dans le New Jersey. C'est dans le comté de Morris, à environ 1 heure de route de New York. Un homme a appelé le 911 pour demander de l'aide parce que Brooke Hanlon se trouvait chez elle et qu'elle était dans un état très, très grave. Voici l'enregistrement audio de cet appel. Oui, vous dites qu'elle saigne partout. Il va commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Et dit ici haut-parleur. Merci, monsieur. Il est en salle de contrôle. Je ne sais pas... De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Je vais aller jeter un coup d'œil. 47 voitures ont commencé à servir les gens. 47 voitures vont être à l'étage, au 2e étage. Oui, oui. Je viens juste de descendre tout seul, il y en a une 4e. Maintenant, la maison où Brooke Hanlon vivait avec son bébé et son mari est sur Pottersville Road. La maison est en retrait de la route. Et si vous la regardez sur Google Maps, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de maisons autour de celle où Brooke Hanlon et sa famille vivaient. Il y a des zones boisées d'un côté et une cour clôturée de l'autre. Cela pousse à se demander, le meurtrier de Brooke Hanlon savait-il précisément où aller et qui viser? Un nouvel élément s'ajoute au puzzle. Cet appel signalant que Brooke Hanlon avait besoin d'aide et qu'il y avait du sang partout est arrivé à 16h30 un samedi après-midi. À cette heure, une mère d'un bébé préparerait souvent le dîner ou le bébé se réveillerait d'une sieste selon son emploi du temps. Ce sont ces petits détails qui me viennent à l'esprit en examinant cette affaire. Brooke Hanlon travaillait comme psychothérapeute dans le New Jersey, selon sa page LinkedIn. Elle se décrit comme très motivée, responsable et compatissante, une personne titulaire d'une licence LPC du New Jersey. Elle possède une expérience diversifiée dans différents contextes, travaillant avec des enfants, des adolescents et des familles ayant besoin de conseils, d'assistance thérapeutique, de ressources et d'autres formes de soutien. Cela s'est produit à Chester Township, mais c'est le bureau du procureur qui dirige l'enquête. Jusqu'à présent, il y a eu un contrôle très strict sur cette affaire. Le bureau du procureur n'a publié d'informations sur l'enquête pour meurtre que le 13 juin, c'était une semaine plus tard. Dans une publication Facebook, la porte-parole du bureau a écrit « En fin d'après-midi du 6 juin, les services d'urgence et les policiers de Chester Township ont répondu à un appel au 911 à la résidence de Pottersville Road. Une résidente de 35 ans a été retrouvée morte dans la maison. Un examen réalisé par le bureau du médecin légiste du comté de Morris a déterminé que la cause du décès était de multiples blessures par arme blanche et que la mort était un homicide. Il s'agit d'une enquête toujours active et en cours menée par le bureau du procureur du comté de Morris, le service de police de Chester Township et le bureau du shérif du comté de Morris et la police scientifique. Aucune information supplémentaire ne peut être divulguée pour le moment afin de préserver l'intégrité de l'enquête. Donc, c'était une réponse assez standard. Il révèle très peu d'informations sur les enquêtes en cours. Le nom de Brooke Hanlon n'est devenu public qu'au cours des derniers jours, et j'ai trouvé cela assez curieux. Très bien. Pour nous aider à vraiment approfondir cette affaire, je veux inviter Jared Ferrentino. C'est un ancien procureur. Il est aussi l'auteur d'un excellent livre disponible sur Amazon. Nous en parlerons dans une minute. Il s'appelle Mothers, Murders and Motivation, A Journey Through the Mind and Heart of a Prosecutor. Donc, Jared, merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Merci de m'avoir invité. Oui, on adore discuter avec toi. Qu'en penses-tu en tant qu'ancienne procureure dans cette affaire? D'après ce que nous savons, il reste très discret à ce sujet, mais quel est ton avis? Eh bien, parlons d'abord du fait qu'il reste très discret à ce sujet. Oui, c'est une décision stratégique. Évidemment, les enquêteurs en savent bien plus que ce qu'ils révèlent.
Lorsqu'ils mènent des entretiens et poursuivent leur enquête, il est impératif que les informations qui ne pourraient être connues que du tueur ou de la tueuse restent hors de la sphère publique. Ainsi, cela peut être utilisé pour être décelé lors des entretiens ou pour être présenté au cours d'un entretien. Comme le pouvoir de suggestion, obtenir de certains individus des informations que seules certaines personnes peuvent connaître. Des informations qui ne sont pas rendues publiques. Donc, souvent, les enquêteurs gardent des informations pour eux et les utilisent de façon tactique pour obtenir des renseignements d'un suspect, de témoins ou de personnes qui possèdent des informations permettant d'établir la crédibilité. Combien de fois avons-nous vu cela? Nous avons des individus qui fournissent des informations qu'ils ont apprises en ligne ou dans les médias, alors qu'en réalité, ils n'ont en réalité aucun lien avec l'affaire. Cela est facilité en gardant ce genre d'informations pour soi. Ce qui me trouble un peu, c'est la chronologie ici. Cela s'est produit le samedi 6 juin. Le 6 juin était un samedi. C'est à ce moment-là que l'appel au 911 a été passé. Son nom, ils ne l'ont révélé que le week-end dernier. Donc, il s'est écoulé de nombreuses semaines. 3 semaines se sont écoulées avant qu'il ne révèle publiquement son nom. Quelle pourrait être la stratégie derrière cela? Parce que nous savons évidemment que le meurtrier sait qui elle est. Vous savez, moi, il pourrait y avoir plusieurs raisons. Mais en tant que procureur, pourquoi garder cette information secrète aussi longtemps? Surtout lorsqu'ils ont annoncé qu'ils avaient relancé l'enquête, vous savez, le 13, une semaine après l'homicide. Oui, ce fait était déroutant. Je n'ai jamais fait partie d'une affaire, ni même entendu parler d'une affaire où l'identité de la victime dans un contexte domestique, ce qui semble être un homicide survenu à son domicile, a été cachée. Que ce soit sur l'identité du coupable, c'est une autre question. Mais cela s'est produit chez elle, dans son quartier, quelqu'un qu'elle connaissait. Sa mort a été largement médiatisée. Pourquoi elle n'aurait pas été nommée dans les premières heures de cette enquête ou dans les jours qui ont suivi, ça me dépasse. L'autre chose, ce n'est pas pour critiquer les médias, mais quand on diffuse cette information, il se peut que quelqu'un, quelque part, ait des connaissances à ce sujet. Quelque chose entre Brooke et une autre personne, ou quelque chose concernant son mariage ou sa situation financière qui pourrait aider les enquêteurs. Donc à mon avis, ne pas divulguer ce nom pourrait nuire à l'enquête. C'est ce que je pense. Vous savez, quelqu'un pourrait savoir quelque chose. Et c'est le bureau du procureur qui dirige cette affaire. Vous savez, quand j'appelle le commissariat de police et que j'essaie d'obtenir des informations, ils me disent non, il faut appeler le bureau du procureur. Le bureau du procureur est responsable de cette affaire. Et je comprends, vous savez, ils envisagent d'éventuels chefs d'accusation ici. C'est une enquête pour homicide. Mais normalement, les flics, vous savez, ce sont eux qui mènent l'enquête, en consultation avec le bureau du procureur, non? Ils me disent que pour demander cela, il faut appeler le bureau du procureur, car ils sont responsables. J'ai vu ça fait des deux façons. En Pennsylvanie et dans le New Jersey, c'est à peu près pareil d'après mon expérience. Les bureaux du procureur ont leurs propres enquêteurs qui travaillent en tandem avec les services de police locaux. Donc très souvent, notre bureau, en tant que procureur, était le coordinateur d'une enquête, travaillant directement avec la police d'État, parfois même avec une agence fédérale, parce que voilà comment il faut voir les choses. Et je l'ai toujours vu comme ça. Une affaire peut aboutir rapidement à une arrestation, mais cela ne s'arrête pas là. Vous devez enquêter sur une affaire et construire votre dossier d'accusation dès le début. Vous savez, cela se termine, espérons-le, par une condamnation et que justice soit rendue. Il est donc important que les procureurs chargés des homicides soient impliqués dès le début et coordonnent souvent l'enquête. L'autre chose que nous faisions pour les petits services de police, absolument, c'est nous qui étions aux commandes. Lorsque nous collaborions avec de grands services de police ou la police d'État de Pennsylvanie, c'était davantage un échange mutuel. Mais toute demande provenant d'individus comme vous ou de membres des médias locaux passait par le bureau du procureur. Ainsi, nous parlions d'une seule voix. Oui. Eh bien, cela a certainement du sens. Et il pourrait s'agir d'un petit commissariat de police dans une ville dortoir qui ne gère pas beaucoup d'homicides. Une chose que je trouve intéressante à ce sujet, Jared, c'est que tu as écouté l'enregistrement des communications du central, tout comme moi. Et ils disent qu'il y a ce type sur Pottersville Road. Il dit qu'il a besoin d'aide. Il y a du sang partout. Il va faire un massage cardiaque.
Il est 4h30 un samedi. Vous savez, je réfléchis, vous voyez, je ne sais pas comment sont les horaires de travail dans cette maison, dans la maison en long sur Pottersville Road, mais c'est un samedi après-midi. C'est un couple avec un jeune bébé. Est-ce que le mari était au travail? Est-ce que le mari est rentré à la maison et a trouvé sa femme? Était-il en train de jouer au golf? Était-il sorti avec des amis? Je n'en ai aucune idée. Mais à 16h30 un samedi après-midi, cette femme est retrouvée poignardée à mort, apparemment au deuxième étage de la maison. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en écoutant cet enregistrement des communications du central? Eh bien, ça m'intéresserait. Je devrais savoir ce qui se passe dans la vie de Brooke et de son mari, ainsi que dans celle de toute autre personne de son entourage. Il faut faire de la victimologie, reconstituer les événements à rebours, par exemple. Vous vous intéressez à Brooke, vous savez, en espérant qu'il puisse identifier exactement quand cela s'est produit. C'est important. Où cela s'est-il produit? Dans quelle pièce de la maison cela a-t-il eu lieu? Est-ce que cela s'est réellement produit dans la maison, ce qui est plus probable qu'improbable? C'est votre scène de crime. Vous préservez les preuves, prenez des photos, effectuez des analyses médico-légales, tout. La prochaine chose à faire, c'est de remonter le fil de leur vie. Que se passait-il dans leur vie? Quelle était leur situation matrimoniale? Quelle était leur situation financière? Se passait-il quelque chose dans leur vie? Quelqu'un leur en voulait-il? Comment faites-vous cela? De nos jours, vous faites cela en examinant les relevés de téléphone portable, les emails, le cloud, vous savez, l'endroit où les informations sont sauvegardées, la technologie géospatiale, leurs caméras de porte, en parlant à leurs voisins, en parlant à leurs amis. Ce sont le genre de choses qui se produiraient probablement maintenant et qui ont lieu depuis le début. Et une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'emplacement de cette maison. Cette maison n'est pas simplement en banlieue, ce n'est pas comme dans la périphérie. Elle est en banlieue, mais ce n'est pas, si vous voulez, dans un lotissement. Elle est essentiellement située sur une route, dans un virage, et il ne semble pas qu'il y ait d'autres maisons autour. Je veux dire, si vous allez dans cette maison, je pense qu'il faudrait savoir où vous allez. Ce n'est pas comme si on était simplement tombé par hasard sur cette maison. Vous savez, il est possible que ce soit la cible d'une intrusion à domicile, mais mettons ça à l'écran un instant. Je veux vous montrer ceci. Alors voilà, Jared, je veux dire, c'est notre maison et il n'y a pas d'autre maison qui semble être à proximité. Si vous regardez cette carte Google, vous voyez, il y a une cour là, la route de Pottersville descend la rue. Cela ne semble pas être une route très fréquentée, très empruntée. Donc, pour arriver à cet endroit, il faudrait savoir où vous allez. Vous iriez là-bas avec un but précis. Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Il semble en effet que ce soit une situation de cible choisie à l'avance, ce qui suppose qu'on connaissait les lieux. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous tomberiez par hasard. L'autre façon de voir les choses serait que c'est tellement isolé des autres voisins que c'est une résidence qui pourrait être facilement ciblée parce que peut-être que personne n'entendra quelqu'un crier. Il se peut qu'il n'y ait pas de témoins à proximité pour remarquer certaines choses. Ce n'est que spéculation, mais on peut voir les choses de deux façons dans un lieu comme celui-ci. Vous savez, mais j'ai poursuivi assez d'affaires comme celle-ci. Vous savez, le moment est significatif. C'est un samedi après-midi. Qu'est-ce qui se passe à 16h30 un samedi après-midi? Vous êtes, et si vous avez des enfants, il y a soit une fête d'anniversaire, soit quelque chose le matin. Vous vous préparez pour ce qui va se passer le soir. En général, dans la plupart des cas, vous êtes à la maison le samedi après-midi. C'est littéralement le seul moment, du moins chez nous, où tout le monde est là, non? Ou le dimanche après-midi. Donc, Et je me dis que le bébé se réveillerait de sa sieste à ce moment-là. exactement. Et ce n'est ni le moment ni l'endroit pour viser quelqu'un au hasard de cette manière. Et encore une fois, d'après mon expérience, je n'ai jamais vu une propriété ou une résidence ciblée à ce moment de la journée. En général, on voit ce genre de maison ciblée la nuit, très tôt le matin. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais si peu d'informations ont été publiées à ce sujet. Il faut se baser sur ce qu'on observe habituellement dans ce genre d'affaires. Vous savez, et d'ailleurs, quelqu'un a appelé le 911. Il y a eu assez de temps pour penser à faire un massage cardiaque, ce qui suggérerait peut-être que Brooke était encore en vie ou se battait pour rester en vie au moment où cet appel a été passé. Si quelqu'un était tombé sur elle et qu'elle était clairement morte,
qu'elle avait manifestement subi ces multiples coups de couteau et qu'elle était morte depuis un certain temps, on ne parlerait pas forcément de massage cardiaque. Donc, il s'agit de quelqu'un qui soit est tombé sur elle relativement rapidement après qu'elle ait été tuée ou attaquée, soit de quelqu'un qui était probablement impliqué. Et c'était un acte de rage, encore une fois. Voici ce que nous savons. Elle a été poignardée à la poitrine. Quelqu'un a appelé, hein, il y avait du sang partout, et il parlait de réanimation. Ça indique qu'il s'est passé quelque chose dans les instants qui ont entouré cette attaque. Le timing est significatif. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est le bureau du procureur. Il y a un bébé impliqué ici. Donc, bien sûr, vous savez, cela augmente le niveau de sensibilité, mais il ne commente même pas du tout au sujet du bébé. Je veux dire, j'ai demandé, est-ce que le bébé va bien? Est-ce que le bébé est en sécurité? Et ils ne veulent pas commenter. Et je comprends ça dans une certaine mesure. Donc, ils enquêtent sur un homicide. Donc, au moins, on sait que le bébé n'a pas été blessé. Dieu merci. Mais nous, vous savez, c'est une scène vraiment horrible. Vous pouvez imaginer, il y a un bébé, on suppose, à la maison avec la mère du bébé et la maman est poignardée à mort. Et donc, quelqu'un appelle le 911 pour la sauver. Je veux dire, c'est une scène horrible à découvrir. Et malheureusement, j'ai déjà vu ça. Vous savez, j'ai vu des cas comme celui-là. J'ai eu une affaire où les enfants étaient littéralement entre la mère et le père quand le père a tué la mère avec une arme à feu. Vous savez, si c'est vraiment une situation de violence domestique et que la rage est dirigée contre le partenaire, souvent les enfants, s'ils ne deviennent pas eux-mêmes des victimes, sont des témoins. Maintenant, je sais que leur enfant est très jeune, mais j'imagine qu'à ce stade, on saurait absolument si l'enfant avait été blessé ou s'il s'agissait d'un double homicide. Cela ne semble pas être le cas. Être le cas. Oui, on le saurait. On le saurait sans aucun doute. C'est juste bizarre pour moi qu'ils ne disent même pas que le bébé est en sécurité avec la famille ou quelque chose comme ça. Tu sais, t'as parlé de la victimologie tout à l'heure. Brooke est thérapeute. Elle était thérapeute. Et tu sais, tout ce qu'on trouve en ligne à propos de sa pratique parle du fait qu'elle travaille avec des familles, des adolescents. Je suppose qu'ils vont aussi explorer cette piste. Avait-elle des clients? Avait-elle des clients qui lui en voulaient pour une raison quelconque? Ou, je ne sais pas, un client qui était épris d'elle? Il pourrait y avoir tout un tas de choses, mais tu sais, c'est une chose qu'ils doivent écarter. Je pense clairement que, tu sais, encore une fois, une partie de cette victimologie, c'est de savoir qui était Brooke. Qui était-elle en tant qu'épouse? Qui était-elle en tant que mère? Qui était-elle en tant que psychothérapeute? Et oui, parlons-en. Les personnes qui consultent Brooke dans un cadre thérapeutique ont clairement les problèmes qui les poussent à suivre une thérapie ou à chercher de l'aide. Il faudrait examiner les dossiers de ces patients pour voir si quelqu'un l'a menacée. Avait-elle exprimé de la peur ou des inquiétudes concernant un patient? Y a-t-il eu une interruption de suivi concernant un patient récemment ou au cours des derniers mois qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir du mal à Brooke? Ce sont encore des éléments à prendre en compte si c'était vraiment une énigme policière. Si c'est clairement une affaire familiale et qu'il y a des preuves matérielles sur les lieux qui confirment qu'il s'agit d'une affaire familiale qui a mal tourné, évidemment, vous n'iriez pas forcément chercher aussi loin dans les détails. Mais si c'est vraiment une affaire de type qui l'a fait et que vous vous demandez s'il y avait une tierce personne au hasard, un cambrioleur, un agresseur au hasard, quelqu'un en dehors de la famille, alors oui, vous allez devoir examiner ses contacts dans ces dossiers. Je veux en savoir plus sur les appareils électroniques dans la maison, les téléphones portables. Est-ce qu'il y a un appareil comme Alexa qui enregistre l'audio? Y a-t-il des caméras de sécurité à l'extérieur de la maison, à l'intérieur de la maison, puisque vous êtes un peu au milieu de nulle part, ou du moins dans une zone plus isolée? Ce n'est pas totalement isolé. Mais vous savez, si vous vivez là-bas, on pourrait penser que vous auriez des caméras autour de la maison et savoir si elles ont enregistré quelque chose ou non. Eh bien, c'est le genre de choses qui, de nos jours, sont tellement puissantes et importantes dans les enquêtes. L'autre question, c'est, avait-elle une Apple Watch? Vous savez, est-ce que son rythme cardiaque est enregistré? Peut-on identifier à quel moment son rythme cardiaque a atteint un niveau indiquant qu'elle était attaquée et finalement qu'elle est décédée? Vous savez, si quelqu'un affirme qu'il n'y a pas eu de dispute, que rien ne s'est passé ce jour-là, que tout était calme,
mais que vous voyez toutes ces accélérations et décélérations dans son rythme cardiaque, ou que des messages textes confirment qu'il y avait une sorte de conflit en cours. Ce sont le genre d'éléments que vous utilisez pour contredire ce que certaines personnes pourraient dire et que vous utilisez dans votre présentation, en vue d'une éventuelle poursuite judiciaire plus tard. J'imagine aussi que, puisque cette route est assez isolée, vous iriez interroger les voisins tout le long de cette route pour voir s'ils ont des caméras qui auraient pu filmer des véhicules passants. C'est également important. Vous savez, ce sont le genre de choses qui vont aider. Encore une fois, si c'était une tierce personne venue de l'extérieur, ces éléments deviennent encore plus importants. Et on parle même du fait qu'il faut éliminer des suspects. Encore une fois, tout dépend de ce que les enquêteurs savent en ce moment. Se concentrent-ils sur une personne en particulier qui était à la maison avec elle ou sur l'idée d'un tiers? Oui, je pense que les appareils électroniques en diront long dans cette affaire. Je pense que ce sera très important. Et il faut du temps pour récupérer ces informations et les analyser. Donc, nous verrons ce qui se passera à ce sujet. Jared, parle-moi un peu de ton livre. Dis-nous en plus sur le livre. Eh bien, malheureusement, le livre. Il parle d'une affaire très similaire, une affaire de violence domestique où une mère a été tuée chez elle. Mais le livre parle aussi des mamans pour lesquelles j'ai eu l'honneur de me battre dans ma vie. Et il parle de ma mère qui nous a élevés, mes 3 frères et moi, après la perte de notre père alors que nous étions très jeunes. Donc le livre célèbre les mamans comme des forces puissantes, vraiment puissantes. Dans des affaires où je me suis battu pour elles, où leurs enfants ont été tués, des mamans qui ont été tuées sur le coup, et une maman qui a été tenue responsable pour ne pas avoir protégé son enfant. Donc vous savez, je regarde cette affaire. Je vois une autre perte tragique d'une maman. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais nous savons qu'un enfant se retrouve sans mère ici. Une famille a perdu Brooke. Vous savez, malheureusement, j'ai vu beaucoup de choses comme ça au cours de ma carrière et j'en ai parlé dans mes écrits. Et j'espère que le livre donnera de la force à ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation, mais qu'il montre aussi qu'il y a de l'espoir dans notre système de justice pénale. Oui, je pense que ça vaut la peine d'y jeter un œil, tout le monde. Il est disponible sur Amazon. Et Jared, merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps de parler de l'affaire Brooke Hanlon. C'est dévastateur. C'est tellement triste. Et j'espère que sa famille et ses amis auront bientôt des réponses. Merci. Toute personne ayant des infos sur la mort de Brooke Hanlon est priée d'appeler le bureau du procureur du comté de Maurice. Ce numéro est le 973 285 2900 et c'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Anne-Jeannette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.